C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces images du Parlement kényan investi par des manifestants en colère. Ils défilent depuis plusieurs jours contre les nouvelles taxes de la loi des finances. Le bilan est lourd, 5 morts et 31 blessés selon des ONG. Le président kényan William Ruto a pris la parole. Nous serons à Nairobi dans ce journal. L'érosion continue à grignoter les côtes africaines. Ce soir, on ira au Nigeria, où les habitants d'une station balnéaire ont perdu leur maison, engloutie par l'océan. Les détails à suivre. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Mauritanie à la découverte d'une étoffe, le meulfeu, un style vestimentaire qui a le vent en poupe dans le pays et dans la région. Reportage à suivre. La mobilisation contre le projet de loi des finances 2024 a dégénéré ce mardi au Kenya. Des manifestants ont investi le Parlement après avoir forcé un barrage de police. Plusieurs ONG, dont Amnesty International Kenya, font état d'au moins 5 morts par balle et 31 blessés. Le Parlement est de nouveau sous contrôle. Le président Ruto a pris la parole dans la soirée. Écoutez-le. J'assure la nation de la détermination du gouvernement à remplir son devoir constitutionnel de protection du peuple kényan contre toute forme de danger. Je préviens les planificateurs, les financiers, les orchestrateurs et les complices de la violence et de l'anarchie que l'infrastructure de sécurité mise en place pour protéger notre République et sa souveraineté sera déployée pour sécuriser le pays et rétablir la normalité. On retrouve tout de suite notre correspondante à Nairobi, Élodie Cousin. Élodie, bonsoir. Vous avez couvert de nombreuses manifestations contre les nouvelles taxes, mais celles-ci étaient particulièrement violentes. Effectivement, oui, depuis 8 ans que je couvre le Kenya pour France 24, je n'ai jamais expérimenté de telles violences lors de manifestations. Cette journée est totalement inédite, non seulement parce qu'il y a eu des violences à Nairobi, bien sûr, mais également dans toutes les grandes villes du Kenya. Les institutions kenyanes ont été pour la plupart vandalisées. À Nairobi, on parle donc du Parlement, mais également du City Hall, qui est l'équivalent de la mairie de Nairobi. La Cour suprême a également été vandalisée. Et puis dans les autres grandes villes du Kenya, la plupart des institutions qui représentent le gouvernement ou les députés des régions ont également été vandalisées. Et pourtant, le président William Ruto a attendu 21h heure kenyane pour pouvoir enfin s'exprimer, une parole qui était très attendue ici au Kenya, une déclaration qui en plus était attendue depuis en réalité une semaine, puisque les manifestations et le mouvement de contestation durent véritablement depuis une semaine. Et ce soir, les Kenyans sont assez déçus de cette prise de parole, alors que le président traite la plupart des manifestants de criminels. Il parle de trahison contre la démocratie kenyane. Et alors que moi, ce mardi matin, lorsque j'étais à la manifestation, tous les gens me disaient qu'ils étaient ici pour défendre la démocratie, pour défendre leur pays face à ce qu'ils qualifiaient des politiciens corrompus. Le Kenya n'est pas vraiment un pays connu pour ces manifestations. Normalement, il y a toujours des politiques qui sont derrière les manifestations, qui encouragent les manifestants. Et depuis une semaine, c'est véritablement un mouvement populaire qui se fait ici au Kenya. Et cette réaction a donc d'abord été commentée sur les réseaux sociaux et les Kenyans ont plutôt un avis négatif sur ce que William Ruto a déclaré ce soir. Alors justement, Élodie, sont-ils, ces manifestants, déterminés à poursuivre leur mouvement ? Oui, tout à fait. Depuis une semaine, à chaque fois que je me rends dans les manifestations, les manifestants m'expliquent qu'ils descendront dans la rue jusqu'à ce que le projet de loi de finances 2024 soit totalement retiré. Et avec ce que vient d'annoncer William Ruto, qui ne parle pas du tout de la loi, mais parle seulement de la manière dont les gens se sont comportés, on peut penser que les gens vont donc continuer à manifester dans les prochains jours. L'ancien président Uhuru Kenyatta a lui aussi publié un communiqué ce soir.
Sans nommer William Ruto, il dit qu'il faut écouter la colère des Kenyans qui s'est manifestée aujourd'hui, que les leaders des pays devraient respecter la constitution qui date de 2010 au Kenya et qu'il faut parler avec les Kenyans et non pas leur soumettre une manière de voir les choses. Merci beaucoup Élodie Cousin, notre correspondante à Nairobi. On suivra bien entendu avec vous cette actualité au Kenya. Et puis toujours au Kenya, après des mois d'attente, un premier contingent de policiers kenyans est arrivé mardi à Port-au-Prince dans le cadre d'une mission internationale visant à rétablir la sécurité en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs. Le déploiement de cette force a été approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre. Cette visite d'amitié et de travail du colonel Assimi Goïta à Ouagadougou, c'est la première visite du chef de la junte malienne depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Au menu des discussions, entre autres, le contexte sécuritaire et socio-économique et le renforcement des relations entre les membres de l'Alliance des États du Sahel, auquel fait partie également le Niger. Direction Ayetoro, au Nigeria. Cette station balnéaire, autrefois surnommée Happy City, est aujourd'hui menacée par l'érosion côtière. Ces bâtisses ont été englouties par l'Atlantique et les habitants n'espèrent plus sauver leur maison. Clémence Valère. Cette ville côtière, autrefois heureuse, est aujourd'hui en ruine. Les résidents sont inquiets, voyant leur communauté se faire lentement engloutir par l'océan. Victoria Arowolo a toujours vécu à Ayetoro. Cette fonctionnaire à la retraite a dû déménager 3 fois à cause de la montée des eaux. Plus des 2/3 d'Ayetoro ont été revendiqués par l'érosion marine. L'ancienne Ayetoro a été emportée par la mer. Et si vous regardez où se trouve la mer aujourd'hui, c'est la fin de l'ancienne Ayetoro. En raison d'années d'érosion côtière, les bâtiments se sont effondrés, repoussant les habitants vers l'intérieur des terres. Ayetoro est situé sur la côte boueuse de Maïne, qui a perdu près de 60% de ses terres au profit de l'océan au cours des 30 dernières années. Pour ce professeur, une étude plus approfondie est nécessaire pour comprendre complètement ce qui arrive au paysage naturel de la communauté. Il est nécessaire de comprendre les processus marins qui se produisent réellement. Comme vous pouvez le voir dans cet environnement, nous avons des vagues océaniques et de l'érosion, et en même temps des inondations de temps en temps. Selon les scientifiques, de nombreux facteurs sont en jeu, notamment la destruction des mangroves, le changement climatique et les forages pétroliers sous-marins. En début d'année, le gouvernement de l'État d'Ondo a annoncé qu'il s'engageait à trouver des solutions durables à la menace qui pèse sur Ayetoro. Cependant, pour les habitants et le professeur, les efforts arrivent peut-être trop tard pour être efficaces. On en vient au procès du massacre du 28 septembre en Guinée. Les avocats de Aboubacar Toumba Diakité, ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, accusent le capitaine d'avoir recruté une milice pour perpétrer le massacre. Ce mardi, dans leur plaidoirie, ils estiment que Dadis Camara est le seul coupable. Écoutez. Le président Dadis a donné des instructions et que le président Dadis avait sous son commandement les recrues de Kaléa. Comment ces recrues ont participé au massacre du 28 septembre et comment ces recrues se sont retrouvées au camp Alfaya Diallo. Alors nous, on n'a pas de problème. Mon commandant est innocent et un innocent doit être acquitté. Ce soir, on vous emmène en Mauritanie. On vous parle du meule-feu, cette large étoffe de tissu aux couleurs vives qui s'enroule autour du corps selon une technique bien particulière. Un style vestimentaire qui séduit les Mauritaniennes, mais pas seulement. Il s'est également imposé en Afrique de l'Ouest. Reportage à Nouakchott de notre envoyé spécial Eliman Dao. Aziza, femme d'affaires et influenceuse, réalise un tutoriel sur la manière bien particulière d'enfiler le meule-feu, le voile mauritanien. On fait 2 nœuds, un à gauche et un autre à droite.
Là, on fait passer la tête, hop, et là, on fait passer le bras comme ça. Suivie par des dizaines de milliers de personnes sur TikTok et Snapchat, elle propose des voiles de toutes sortes dans sa boutique à Nouakchott. Le voile mauritanien, c'est un voile que je porte presque tous les jours. J'ai grandi avec ce voile. Mon souhait, c'est de voir les créatrices mauritaniennes utiliser les tissus mauritaniens pour faire la promotion de cette belle culture, de cet art qu'on a ici en Mauritanie. Cette mère de 2 enfants se rend régulièrement en centre-ville de Nouakchott, au marché capital, pour s'offrir les derniers modèles de tissus. Ce voile est tissé par des femmes expertes dans l'art d'allier les motifs et les couleurs. Aziza collabore régulièrement avec elle. La vente des voiles est ma principale activité. Elle me permet de subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Les affaires marchent bien actuellement. On reçoit pas mal de clients. Elles sont très innovantes. À chaque fois, elles me proposent des designs qui sont nouveaux dans le marché. C'est vraiment des femmes qui sont très courageuses. C'est des femmes qui sont très inspirantes. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec ces femmes qui sont là à Nouakchott. Le meulfeu mauritanien s'est répandu ces dernières années en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Sénégal, la Guinée ou encore le Mali. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.